Salut! Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année à tous, que vous soyez bien reposés pendant vos vacances et quoi de mieux pour commencer cette année que de commencer par de la vaisselle. Alors aujourd'hui, on va traiter du cours manipulation des cellules et plus particulièrement de son approfondissement. En effet, c'est vraiment un cours qui est très susceptible d'être approfondi par le professeur Gilson, car c'est un cours qui a été énormément raccourci pendant votre S1. Et vu que le professeur nous avait dit à l'entretien qu'il voulait faire au S2 les parties qu'il n'avait pas pu faire au S1, c'est vraiment une partie qui peut vraiment être abordée, même si on n'a pas réussi à avoir le programme détaillé avant de faire cette petite rentrée. Je vous préviens, ça fait plusieurs fois que je réessaye de tourner la vidéo sans avoir de tic de langage. J'y arrive vraiment pas. Donc, je vais essayer de le faire le moins possible et j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Donc, dans votre cours, vous avez commencé par le grand 1, obtention des cellules, le grand le grand 2, culture des cellules et le grand 3, analyse du contenu cellulaire. Nous, on va reprendre à partir du grand 3, analyse du contenu cellulaire. Et ensuite, on va aborder l'analyse des compositions moléculaires et le grand 5, l'analyse génétique. Donc, pour analyser le contenu cellulaire, on va devoir d'abord accéder au contenu intracellulaire et dans ce cas-là, il va falloir liser la membrane plasmique. D'accord? Donc, il va exister différentes techniques de lise, donc la sonication, donc c'est l'utilisation d'ultrasons, le choc osmotique, donc là c'est lorsqu'on met des cellules dans une solution hypotonique, donc c'est une solution qui est grossièrement, rappel de biophysio, riche en eau, pauvre en sel, d'accord? Donc l'eau va rentrer massivement dans les cellules et les faire éclater. Les détergents qui vont détruire en fait les lipides, et la membrane plasmique, ça tombe bien, c'est une membrane lipidique. Et les frottements, qui est une technique totalement mécanique, donc on utilise un piston à téflon, on appelle ça comme ça. Et donc là, ça va être du cellule par cellule. Ensuite, on va vouloir fragmenter, séparer, isoler les différents contenus cellulaires, car quand on les a, ils sont complètement mélangés, entre guillemets. Donc, on va vouloir, par exemple, avoir que les mitochondries, que les peroxysomes, ou que le noyau. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser des techniques de fragmentation. Donc, on a différentes techniques. On peut filtrer, centrifuger ou utiliser des méthodes plus sophistiquées, entre guillemets, de chromatographie électrophorèse. Donc là, cette technique de chromatographie électrophorèse, on va le voir, mais elle sert plus à séparer les protéines et l'ADN. Là, on va se pencher sur la centrifugation. Donc, on a deux techniques de centrifugation qui existent et qui sont abordées par le professeur. La centrifugation différentielle et isopycnique. La centrifugation isopycnique, on l'appelle aussi la centrifugation à l'équilibre par gradient de densité. Voilà, on va voir après ce que c'est exactement, vous comprendrez mieux le titre. Donc d'abord, la centrifugation différentielle, c'est la centrifugation qu'on retrouve le plus communément, que vous avez peut-être vu au lycée, d'accord? Donc c'est ce genre de petite machine, on rentre les tubes à essai à l'intérieur et puis ça tourne à différentes puissances, à différents G. Okay. Donc là, c'est une diapositive du professeur. Donc en fait, on va prendre un homogénat de cellules de foie gras, par exemple. D'accord? Donc on lise les cellules de foie, on les met dans le tube à essai, on met le contenu cellulaire. Ok. On va faire une première centrifugation, donc différentielle. On dit centrifugation différentielle parce que ça va tourner à des vitesses différentes pendant des temps différents afin d'isoler les différents contenus. Ça fait beaucoup de fois le mot différent, mais voilà, différentiel. Vous comprenez comme ça. Donc la première fois à 600 G pendant 10 minutes, on va obtenir dans le surnageant le cytoplasme et dans le culot le noyau. D'accord? Donc on peut s'arrêter là, si on voulait juste le noyau, on s'arrête là. Mais nous, on ne veut pas ça. Ok, admettons, on veut plus. On va prendre le surnageant, qui est le cytoplasme, on va le mettre dans un autre tube à essai, qu'on va faire tourner à 15 000 G pendant 5 minutes. Et donc là, on va trouver dans le culot la fraction microbodies, donc il faut connaître la fraction microbodies, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est mitochondrie, lysosome, peroxysome. Et dans le surnageant, le reste qu'on peut encore continuer à mettre dans un autre tube à essai et en faire tourner de plus en plus fort, de plus en plus vite et dans de plus en plus longtemps, d'accord, jusqu'à obtenir les ribosomes, les virus polysomes ou encore juste le cytoplasme, donc, enfin, juste le cytosol, pardon, le cytosol qui est le liquide dans lequel baignent les organismes dans la cellule. Donc, parfois, dans cette centrifugation différentielle, vous voyez bien que ici, par exemple, la fraction microbody, c'est mitochondries, lysosomes, peroxysomes ensemble. D'accord? Ici, dans le culot, on va avoir ribosome, virus, polysome ensemble. Donc, parfois, on veut qu'un seul de ces éléments-là. Donc, dans ce cas-là, on peut compléter avec une technique de centrifugation isopycnique ou encore centrifugation à l'équilibre en gradient de densité. Donc, en fait, dans un tube à essai, on va mettre ce qu'on appelle des coussins de sucrose de densité différente, d'accord? Donc, c'est croissant. Donc là, c'est la densité la plus faible, la densité la plus élevée. On va mettre notre culot, voilà. Ici, on va centrifuger à une certaine vitesse pendant une certaine durée.
et les composants en fait du culot qu'on avait mis ici. Donc ici, on a mis la fraction microbodies. Les différents constituants vont se placer au niveau des densités correspondantes. D'accord? Donc comme ça. Donc là, on voit bien que par exemple, les peroxysomes sont beaucoup plus denses que les lysosomes. Ok? Donc ça permet de séparer vraiment, c'est beaucoup plus... c'est un tri qui est plus fin. Voilà. Alors ensuite, on va passer aux techniques d'analyse de composition moléculaire. Donc on va commencer avec la puce à ADN. Donc la puce à ADN, en fait, normalement, vous l'avez peut-être vu en génétique, sûrement. Donc on dépose sur dans des petits puits, en fait, des gènes. Donc là, on parle de 20 000 puits pour 20 000 gènes. Ok, on va prendre la cellule dans laquelle on veut étudier un gène qui est exprimé. D'accord, on va prendre l'ARN messager dans cette cellule. On va utiliser une reverse transcriptase pour obtenir un ADN complémentaire. Ok. Ensuite, on va le verser, l'ADN complémentaire, pardon, pour qu'on puisse l'identifier, c'est mieux. On va coupler à un fluorochrome, par exemple. Ensuite, on va verser ça sur notre puce, d'accord? L'ADN complémentaire qu'on a obtenu à partir de l'ARN messager, on se souvient, va venir se retrouver, s'apparier en fait avec un gène qui est dans des puits. On connaît le gène qui est dans le puits, d'accord? Il va venir s'apparier et une fois qu'ils se sont retrouvés ensemble, qu'ils ont matché tous les deux, on va dire, ça va libérer le fluorochrome et donc du coup, on va pouvoir le visualiser ici. Okay. Donc, on pourra dire que dans cette cellule est exprimé tel ou tel gène en fonction de s'il est visible à la fluorescence ou pas. D'accord? C'est une technique assez simple. Ensuite, on a la technique de séquençage qui permet d'obtenir le génome et le transcriptome. D'accord? Donc, on parle plus particulièrement du séquençage au débit, donc la NGS, que vous avez vu aussi normalement en génétique. D'accord? Donc, c'est une technique qui va consister à fragmenter l'ADN en petits bouts qui seront mis dans des petites gouttes. Et l'appareil va lire chaque séquence dans chaque goutte et il va reconstituer à la fin toutes les lectures ensemble grâce à la bioinformatique. D'accord? Puis après, c'est tout ce qui est logiciel, etc. Et enfin, la chromatographie électrophorèse et également la spectrométrie de masse qui permet d'identifier le protéome. D'accord? Donc, l'électrophorèse va permettre de faire migrer les protéines selon leur taille uniquement. D'accord? Uniquement leur taille. Donc, je vous ai mis un petit exemple ici. OK? Mais parfois, il y a des protéines dans la cellule qui vont avoir la même masse moléculaire. Ça arrive, mais nous, on veut vraiment les distinguer. Même s'ils ont la même masse moléculaire, on veut les distinguer. Donc, du coup, dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une électrophorèse bidimensionnelle. Donc, on va rajouter un deuxième critère, en fait, en plus de la taille. Ça va être le pHI. Okay. Et donc ensuite, on a la technique de la spectrométrie de masse. Donc c'est une technique qui va être plus récente et automatisée. Et donc on va mettre beaucoup plus de protéines à la fois qui vont être découpées. Donc c'est le même principe. Chaque protéine est découpée en petits peptides, d'accord, à un endroit précis. Et ces peptides vont être chargés par rapport à leur masse, d'accord. Donc dans la spectrométrie de masse, on va analyser le rapport masse-charge. Et c'est ce rapport masse-charge, c'est ce ratio qui va être comparé en fait aux données dans des banques et qui vont permettre d'analyser les protéines présentes. Okay. Alors maintenant, on va passer à l'analyse génétique. D'abord, on va aborder avec les notions principales, qui sont la notion de mutation, donc avec quelques petites définitions que vous connaissez normalement. Donc la définition, donc un génotype, donc le génotype c'est l'ensemble de nos gènes, ok. Donc c'est l'ensemble des gènes qui soient sauvages ou mutés. Donc pour poser la notion de gènes sauvages, les gènes sauvages sont ceux qu'on retrouve naturellement, physiologiquement, sans pathologie. D'accord? Si vous vous rappelez peut-être en terminale, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais on travaille sur les drosophiles, tout ce qui est comme ça, enfin, tout ce qui est drosophile, etc., qui est un insecte qui est très utilisé en laboratoire. Donc, par exemple, on a les yeux rouges ou blancs. D'accord? La drosophile, telle qu'on va la trouver dans la nature, aura les yeux rouges. On appelle ça le gène sauvage. Et quand le gène des yeux va être... Mais ça, on l'a vu aussi au S1. Vous l'avez vu au S1, parce que j'ai fait la Ronéo. Donc ça, vous l'avez vu aussi. Et lorsque c'est muté, les yeux vont être blancs. OK? Donc c'est ça qu'on appelle un gène sauvage. Ensuite, on a le phénotype. Donc, c'est l'apparence d'un organisme ou d'une cellule qui va dépendre du génotype et de l'acquis. C'est important. Donc là, ça fait référence à la notion d'épigénétique du S1. Le polymorphisme, donc là, ce sont les gènes au niveau de notre cellule qui vont être présentes en double exemplaire. Donc, nos cellules sont diploïdes, c'est normal, mis à part les gamètes qui sont haploïdes. Et donc, les deux gènes vont être les mêmes, d'accord? Ils vont produire les mêmes protéines, mais on va avoir des petites différences de séquence. Donc, parfois, ces petites différences de séquence n'induisent pas de différence au niveau de la traduction, au niveau de la protéine finale. Il n'y a pas de différence, ok?
notable. Donc, on dit que là, dans ce cas-là, les gènes sont homozygotes, ok, les allèles sont les mêmes. Mais parfois, les petites différences font qu'on va avoir un problème ou alors une protéine qui va être différente. Donc, dans ce cas-là, le gène est hétérozygote. D'accord, les deux allèles ne sont pas les mêmes. Et donc, avec toutes les études sur le polymorphisme qui ont été faites, de plus en plus sur le polymorphisme génétique, le problème, ça va être qu'on a découvert que certaines maladies ne sont pas forcément causées par ce polymorphisme-là, d'accord? Parce que quand il y a un problème dans le polymorphisme, ça ne veut pas dire que forcément on a une maladie, mais ça peut signaler des prédispositions à certaines maladies, et notamment le cancer du sein. D'accord? C'est comme ça qu'on fait des analyses génétiques parfois chez des femmes qui, leur mère, leur grand-mère, etc., ont eu le cancer du sein pour vérifier si elles ont cette prédisposition. Et donc, c'est via ce polymorphisme en fait, qu'on le voit. Cette femme-là, à l'instant T, elle n'a pas le cancer du sein, mais elle a des petites variations qui n'induisent pas de maladie à l'instant, quoi, mais qui, dans le futur, vont faire qu'elle est plus susceptible de développer un cancer du sein. Voilà. Et donc, là, on va attaquer une partie un peu plus dense, la partie la plus importante de ce cours, qui est la complémentation, qui tombe en QCM de cours, qui tombe en expérience. Voilà. C'est une technique qui est utilisée en biologie cellulaire. Donc, du coup, la définition de la complémentation, elle n'est pas très claire, je trouve, donc on va la passer. Donc, un test de complémentation, en gros, ça vise, donc je lis ça, vise à établir l'allélisme de deux mutations récessives. D'accord? Parce qu'il y a des patients qui vont avoir la même maladie causée par des mutations différentes. D'accord? Et lorsque ces mutations sont récessives, on va vouloir voir si ces patients sont mutés sur le même gène ou non. Et c'est difficile de savoir où est-ce qu'ils sont mutés dans le cas de mutations récessives. Parce que, souvenez-vous, quand la mutation est récessive, il faut que les deux versions du gène soient mutées pour que la mutation s'exprime et que le phénotype ne soit plus sauvage. Voilà. Donc, avant de faire un test de complémentation, il va falloir vérifier la récessivité des mutations. Donc, dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle un test de récessivité et c'est toujours fait. Avant un test de complémentation, on fait toujours un test de récessivité. Donc, on va mettre en présence d'une mutation récessive le gène sauvage et on va voir, il faut qu'à la fin, le phénotype soit sauvage. Voilà, pour bien montrer que la mutation est bien récessive. Okay. Et donc, si la récessivité pour nos deux mutants est vérifiée, donc deux mutants dans deux patients différents qui ont la même maladie, ok, on regarde, on veut savoir si les mutants des deux patients sont sur le même gène ou pas, d'accord? Donc, si la récessivité des deux mutants est vérifiée, alors on va passer au test de complémentation, on va introduire nos deux gènes dans une cellule et vérifier comment est le phénotype, d'accord? Donc, il faut bien comprendre cette notion qui est que la complémentation est le fruit en fait d'une fusion ou alors de l'introduction de deux gènes dans une cellule. On va voir tout à l'heure dans un cas pratique, là, on avait fait la fusion de deux cellules. Mais aussi, ça peut être deux gènes dans une seule cellule. D'accord? Donc, si on a le phénotype sauvage au final, d'accord? On prend les deux mutations, on va dire, on prend une cellule chez un patient, une cellule chez l'autre, ils ont tous les deux la mutation, ils sont tous les deux malades, mais on veut savoir si la mutation qu'ils ont tous les deux sont situées sur le même gène ou non. D'accord? On met ces deux cellules ensemble et on va regarder le phénotype. Ok? Donc, si le phénotype est sauvage, donc ça va signifier que les deux gènes n'ont pas la même mutation ou alors qu'ils ne sont pas mutés sur le même gène. D'accord? On dit qu'il y a complémentation. Donc, ça, c'est du vocabulaire à avoir quand on a complémentation, c'est-à-dire retour au phénotype sauvage. Ça, vous l'entendrez beaucoup. D'accord? Retour au phénotype sauvage, complémentation. Donc, les deux mutations appartiennent donc à des groupes de complémentation séparés. Donc, ça, on va le voir après. Et donc, on dit qu'ils ne sont pas allèles. D'accord? Si on a un retour au phénotype sauvage, c'est qu'ils ne sont pas allèles. Les deux mutations ne sont pas allèles. Elles ne sont pas sur le même gène. Parce que si elles étaient sur le même gène, comme on va le voir après, on a deux mutations récessives sur un même emplacement sur le même gène, quoi. Et donc, au final, le phénotype sera muté. Donc, quand le phénotype est muté, ça va signifier que les deux gènes ont la même mutation. Ils ne se complémentent pas. D'accord? Se complémenter égale retour au phénotype sauvage. Donc, les deux mutations appartiennent au même groupe de complémentation, ils sont allèles. Donc là, je vous ai mis un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Donc là, on a la flèche rose. La flèche rose, c'est un gène, ok, un gène lambda. Et la petite croix, c'est la mutation. Et donc, là, ici, on a les deux mutations. Donc, c'est les gènes du patient 1, c'est du patient 2. On met ensemble et là, on voit bien qu'ils sont mutés
sur le même gène. La mutation là, c'est le même gène, d'accord? Les mutations sont allèles ici. Et donc, du coup, aucun produit sauvage fabriqué diploïde avec phénotype. Donc, en gros, c'est un phénotype mutant. Okay. Ici, on va avoir du coup la mutation sur un premier gène, qui est la flèche rose, et sur le deuxième gène, donc la flèche bleue. Okay. Donc, dans ce cas-là, vous me direz, les mutations sont récessives. On a vérifié avec le test de récessivité, le phénotype, il sera sauvage. Oui, il est sauvage, du coup. Mais donc, du coup, on dit qu'il y a complémentation entre deux mutations si les deux mutations appartiennent à deux groupes distincts de complémentation. Alors, si vous arrivez à comprendre cette phrase, vous avez bien compris le vocabulaire. Donc, il y a complémentation. Complémentation égale retour au phénotype sauvage. Donc, il y a retour au phénotype sauvage entre deux mutations. On dit qu'il y a complémentation entre deux mutations. Mais du coup, il y a retour au phénotype sauvage si les deux mutations appartiennent à deux groupes distincts de complémentation. Dites-vous qu'un groupe de complémentation, c'est comme un gène. Okay, voilà. Chaque groupe de complémentation correspond à un gène distinct. Donc, s'ils appartiennent au même groupe de complémentation, ils appartiennent au même gène, et donc du coup, ils sont allèles. S'ils sont dans des groupes de complémentation différents, ils sont mutés sur des gènes différents, ils ne sont pas allèles. Comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc ici, on a des moyens mnémotechniques qui sont donnés eux-mêmes par le prof, normalement. Voilà, qu'il faut apprendre, et c'est ce qui vous aidera à résoudre tout type de QCM en général. Donc, phénotype sauvage. Donc, on observe un phénotype sauvage, donc on a complémentation. Donc, ça suggère que les mutations ont lieu sur des gènes séparés, donc des groupes de complémentation séparés. D'accord? On a le retour du S à chaque fois. Deuxième cas, on a un phénotype muté, donc on démontre que les mutations ont lieu sur le même gène, et donc c'est dans le même groupe de complémentation. Même gène, même groupe de complémentation, ça va de soi, ok? Voilà. Juste, vous verrez peut-être sur le forum, en cherchant peut-être des posts, parce que j'ai répondu à ce genre de questions pour les PACES au S1. L'an dernier, à la SDR, le professeur Gisson a dit que dans une expérience, donc vraiment une expérience filée, etc., il peut mettre un tableau de complémentation, on va voir ça après ce que c'est. Et donc, ce tableau de complémentation, il y avait un moment où on avait un phénotype muté. Donc, en fait, la question était est-ce qu'on pouvait dire démontre dans ce cas-là? Donc, ce serait suivre en fait ce mémo que donne le professeur Gisson lui-même. Il avait dit que non. Voilà. Parce qu'on considère que dans une trame, dans un exercice vraiment d'expérience, de toute façon en biologie en général, enfin, même dans n'importe quel type de science, on ne peut pas démontrer avec une seule chose, on ne peut pas rendre le fait irréfutable avec une seule preuve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ce cas-là précis, vraiment, le démontre, on l'évite. Puis, de toute façon, je pense que, vu que dans son cours, il dit phénotype muté démontre que les mutations ont lieu sur le même gène, etc., qu'il ne fait pas d'ambiguïté au partiel, vous en faites pas. Et puis, est-ce qu'il y a une expérience ou pas au S2? Bien, vous l'avez pas eu au S1. Donc, voilà. Donc, la complémentation en pratique. Donc, comment ça se fait? Parce qu'on en fait dans des analyses génétiques, etc., dans la vie de tous les jours. Donc, c'est utilisé lorsqu'on a plusieurs patients atteints d'une maladie génétique. Donc là, le professeur prend comme exemple sa maladie préférée, entre guillemets, parce qu'il aime bien prendre comme exemple, qui est xéroderma pigmentosum, donc c'est la maladie des enfants de la Lune, et que l'on veut déterminer entre ces patients les différents groupes de complémentation. Pour cela, on va prendre les cellules de ces patients 2 à 2 et former des hétérokaryons. Alors là, ici, c'est la diapositive du prof. Donc, c'est à chaque fois, c'est un fibroblaste d'un patient. On forme des hétérokaryons. Vous voyez bien, on fait fusionner les cellules. Ensuite, on observera si le phénotype est sauvage ou muté et on conclura. Après irradiation des cellules, la réparation est mesurée par la capacité de nos cellules à incorporer la thymidine tritiée. Donc, c'est les noyaux noirs. D'accord? Donc, si je fais un petit rappel, la maladie des enfants de la Lune, xéroderma pigmentosum, est une maladie où, en général, ce sont des enfants qui ont... Après, ils grandissent, hein, mais... Oui, excusez-moi, je fatigue. Donc, du coup, on a des mutations génétiques qui font qu'un des mécanismes de réparation de l'ADN est lésé. En fait. Donc, nous, tous les jours, on va sous le soleil, etc. Et on subit, en fait, par jour, des milliers de dommages, d'accord, dans notre ADN, dans l'ADN de nos cellules. Et on a plein de complexes, de mécanismes qui vont permettre de les réparer, d'accord, et qui fait qu'on se trimballe avec des mutations et puis des maladies aussi rapidement. Donc chez eux, c'est lésé, ça ne marche pas, du fait d'une mutation génétique. Et donc du coup, quand ils ne peuvent pas aller sous le soleil, parce que sinon ils ont des grandes brûlures, etc., et donc grand risque de cancer de la peau. C'est pour ça qu'on irradie les cellules, okay, on irradie, on crée un dommage à l'ADN et on regarde la réparation. Donc, si on incorpore
la thymidine tritiée, ça veut dire qu'il y a réparation. C'est-à-dire que les mécanismes de réparation sont fonctionnels. C'est-à-dire que c'est sauvage. Ok, si ça n'incorpore pas, c'est muté. Ok, la réparation ne se fait pas. Voilà. Donc, l'hétérocaryon XP1, XP2, donc les deux patients ici, donnent pas de noyau noir, donc pas d'incorporation, donc pas de réparation, et donc du coup, on est sur un phénotype qui est muté. Voilà, donc on n'a pas de complémentation, on n'a pas de retour au phénotype sauvage. Voilà. Donc, les mutations dans XP1 et XP2 sont dans le même groupe de complémentation. Les mutations sont sur le même gène, d'accord? Les mutations sont allèles pour ces deux patients-là. Et pour XP1, XP3, on a retour au phénotype sauvage, on a complémentation, d'accord? On voit bien les noyaux noirs dans l'hétérocaryon. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple type de l'exercice qu'on peut avoir. Je l'ai tiré d'une fiche du tuteur de l'année dernière, pardon, excusez-moi, je fatigue, Hugo. Donc vous pouvez le retrouver, j'ai juste pas réinventé un tableau, mais parce qu'il est bien, il est simple. Donc on récupère des cellules cancéreuses chez 6 patients. Et des cellules saines chez un individu qui n'a pas de cancer, d'accord? Ça c'est S1, c'est le témoin. On souhaite savoir si les cellules cancéreuses sont mutées au niveau de CDC25C, et pour le savoir, on va croiser les cellules entre elles. On est capable, grâce à des marqueurs, de reconnaître les cellules mutées au niveau du gène CDC25C, donc le phénotype muté, d'accord? Donc un petit plus, phénotype sauvage, petit moins, phénotype muté. Parfois, vous avez des plus et des moins, parfois vous avez des valeurs. Donc là, on vous dit, c'est sauvage si c'est inférieur à 60, et puis c'est muté, c'est supérieur à 60, par exemple. Mais ça peut être avec des valeurs aussi. Ça ne change pas grand-chose. Donc, le type de questions qu'on peut avoir, c'est des questions vraiment types qui peuvent tomber, voilà, et ça ne va pas plus loin. Donc, C3 et C4 complémentent. Donc, si vous avez bien retenu au fur et à mesure, on dit qu'il y a complémentation quand on a retour au phénotype sauvage. Donc, à l'intersection entre C3 et C4, vous regardez ce que vous devez trouver. On démontre que C2 n'est pas muté au niveau du même gène que C1. Attention aux mots qu'on utilise, on démontre, d'accord, que C2 n'est pas muté au niveau du même gène que C1, d'accord. Donc là, on dit grossièrement, en fait, qu'au final, C2 et C1 ne sont pas mutés sur le même gène, d'accord, ils ne sont pas allés. Les mutations ne sont pas allées. C3, C5, C6 sont dans le même groupe de complémentation. On retrouve deux groupes de complémentation. Donc ça, ce sont les types de questions. Vous pouvez mettre pause si vous voulez pour essayer d'y répondre. Voilà. Moi, je continue. Donc, la réponse à la question A était vraie. D'accord, C3 et C4 complémentent. On regarde C4, C3 ici. On va éviter de loucher, ça va vite. On a un plus, c'est sauvage, et donc du coup, il complémente. On a un retour au phénotype sauvage. L'item B, on démontre que C2 et C3 n'est pas muté au niveau du même gène que C1. Donc déjà, même sans lire le tableau, on te dit que, en gros, on démontre que C2 et C1 sont mutés sur des gènes séparés. C'était suggère ou démontre. C'était suggère. Donc, du coup, rien que là, on peut mettre faux. Voilà. Mais C2 et C1, hop là, on a un petit plus sur des gènes séparés. Oui. En fait, c'était vraiment le démontre, le piège. C3, C5, C6 sont dans le même groupe de complémentation. Alors, ici, on va regarder, du coup, on regarde l'intersection C3, C5, C3, C6 ou C5, C6, ok. Si on est dans le même état, donc même groupe de complémentation, il faut que ce soit muté, d'accord? Donc on peut dire qu'ils sont dans le même groupe de complémentation. Donc C3, C5, donc C3, alors C5, C3, hop, un petit moins, c'est muté, C5, C6, C6, C3, c'est muté, C6, C5, c'est muté aussi, donc c'est bon, c'est vrai. C'est comme ça qu'on regarde. Hein. On regarde les intersections. Si par exemple, l'intersection entre C3 et C5, j'avais un moins, mais entre C5 et C6, j'avais un plus, ça n'aurait pas été dans le même groupe. Hein. Les trois n'auraient pas été dans le même groupe. Donc ensuite, on retrouve deux groupes de complémentation. Donc là, c'est pas facile, mais avec l'habitude, on y arrive. Moi, je le fais assez rapidement parce que j'ai l'habitude, mais ça viendra. Donc du coup, on a un premier groupe qui est le groupe C2 tout seul, ici. Essayez de voir comment je fais, mais on a le groupe C2 tout seul ici. On a le groupe C4, C1 tout seul, enfin C4 et C1 ensemble qui forment un groupe. Ok. On aura toujours C1 et C1, C2, C2, C3 et C3, et il y aura toujours un moins, c'est normal. C'est logique d'ailleurs.
Donc, c'est un C4, un deuxième groupe et troisième groupe, ben, c'est le troisième groupe qu'on a ici. Donc, il y a bien 3 groupes et pas 2, donc c'est faux. OK. Et donc, au final, donc, si on résume les groupes, on va avoir le groupe C2 tout seul, C4, C1 tout seul et C3, C5, C6. Donc, on a réussi à caser toutes les cellules, tous les types de mutations dans 3 groupes différents. Donc là, on se rend compte qu'on a bien trouvé tous les groupes de complémentation. Voilà. Si vous galérez un peu, c'est normal au début. C'est juste pour prendre l'habitude. C'est pas très difficile. Donc ensuite, on va passer au cas des mutations CDC. Alors, là, c'était une problématique qui est comment produire un mutant quand le phénotype recherché ne permet pas de former des colonies. Alors, CDC, les gènes CDC, c'est ceux qui gèrent en fait la progression du cycle cellulaire. Donc, quand on veut étudier les mutations de ces gènes-là, ce sont des mutations qui font que le cycle cellulaire s'interrompt. On est bien d'accord. Et donc, comment on veut créer des colonies, donc des divisions cellulaires, si lorsque c'est muté, il n'y a pas de division cellulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est un peu compliqué. Donc, dans ce cas-là, on a introduit la notion de mutation conditionnelle. D'accord? Donc, la mutation conditionnelle, c'est une mutation qui va s'exprimer en fonction du contexte ou selon les conditions du milieu, donc la température, l'acidité, etc. Et donc, ils vont donner un phénotype soit mutant, soit sauvage, en fonction de leur environnement, en fait. D'accord? Donc, les exemples, donc une mutation thermosensible, donc elle exprime son caractère mutant aux hautes températures, ou une mutation cryosensible qui exprime son caractère mutant à température basse. D'accord? Donc, prenons par exemple une mutation thermosensible. On ne veut pas qu'elle s'exprime pour l'instant parce qu'on veut laisser la colonie se développer. Donc là, on va faire pousser à température basse, d'accord, pour pas que la mutation s'exprime. Et puis au moment où on veut étudier la mutation, qu'on a assez de matériel cellulaire, on augmente la température, on fait s'exprimer la mutation du coup par le même mécanisme, et du coup on voit l'effet de la mutation. Ok. Donc, lorsqu'on est à température permissive, on dit que la mutation n'est pas exprimée, d'accord? On va retrouver un phénotype sauvage. Donc, ça sert à fabriquer du matériel, d'accord? Et donc, la température non permissive, donc on peut dire aussi restrictive, ok? Donc, la mutation est exprimée, on va avoir un phénotype muté, donc ça permet de faire les tests, ok? Voilà. Donc, vous allez voir dans la fiche, c'est détaillé. Le professeur Gesson explique vraiment avec un exemple, donc notamment l'exemple de la mutation CDC13 qui gère le passage de la phase G2 à M. Voilà, donc lorsque c'est muté, etc., il y a des petites images où on voit les cellules qui vraiment s'interrompent en plein milieu de la division cellulaire. En fait, ça laisse un petit bourgeon. Mais je vous laisse ça parce que c'est vraiment de la lecture, c'est pas très long, mais il explique en fait les expériences d'Hartwell, en fait, ces expériences historiques. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la dernière partie, donc l'analyse génétique avec la notion de transgénèse, d'accord? Donc la transgénèse, ça va être l'introduction d'un nouveau gène qu'on appelle le transgène dans une cellule ou un organisme qui va être alors appelé organisme transgénique, d'accord? Donc lorsqu'on va mettre le transgène, on va faire la transgénèse, on a 2 possibilités. Soit la première possibilité, on va avoir une expression transitoire. Donc dans ce cas-là, on va mettre le gène dans la cellule, sauf que le gène, le transgène, ne va pas être intégré dans le génome, mais il va rester dans le noyau. D'accord? Donc, du coup, la machinerie transcriptionnelle, c'est pas parce qu'il n'est pas incorporé dans le génome qu'il va pas le transcrire. D'accord? C'est un transgène qui va quand même être transcrit, d'accord? Mais au fur et à mesure des divisions, il va disparaître, il va être éliminé. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'expression transitoire. D'accord? La deuxième possibilité, c'est l'expression permanente. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est rare quand même, comparé à l'expression transitoire qui est vraiment beaucoup plus fréquente. Donc, dans ce cas-là, le transgène va s'intégrer par recombinaison directement dans le génome, d'accord? Et il va être maintenu, d'accord? Donc, on appelle ça une lignée stable. Et donc, on a plusieurs types de recombinaisons. Recombinaison, c'est le fait que le transgène s'intègre dans le génome. Donc, on a la recombinaison illégitime, aussi appelée non homologue, aussi appelée au hasard. Donc là, vous avez compris un peu le concept. Mais du coup, il n'y a pas d'homologie de séquence, en fait, à l'endroit où s'insère le transgène. D'accord, il s'insère vraiment au hasard. Et du coup, c'est le cas le plus fréquent. Voilà. De toute façon, tout ce qui est fait au hasard ou qui n'est pas vraiment fait correctement, comme quand on voit l'expression transitoire ici, c'est vraiment le cas le plus courant. Hein. Plus c'est ciblé et plus c'est rare. Et donc, on a aussi, du coup, deuxième cas, la recombinaison homologue, aussi dite ciblée, aussi dite séquence spécifique. Donc là, c'est les extrémités du transgène qui vont être reconnues, en fait. Et donc, c'est très complexe à réaliser, mais c'est beaucoup plus précis.
Le petit désavantage de l'intégration et de la recombinaison ciblée, c'est qu'on va étudier étudier le transgène que dans un seul contexte chromosomique, d'accord, à un seul endroit. Alors du coup, on ne va pas savoir si les effets sur le phénotype, par exemple, ou sur les protéines produites, va être dû à l'emplacement ou au transgène. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est parfois pas si mal que la recombinaison ne soit pas ciblée. Comme ça, on voit que le transgène incorporé vraiment dans des cellules différentes, il est incorporé à différents endroits dans les différentes cellules, mais qu'au final, on a le même problème. On ressort un phénotype mutant, j'en sais rien, ou une protéine défectueuse. Donc du coup, dans ce cas-là, on peut dire ça vient du transgène, ok? Alors que si on le met vraiment à un seul endroit à chaque fois, toujours le même, on peut se dire ça vient de l'emplacement ou ça vient du transgène lui-même. Voilà, c'est juste cette idée-là à avoir. Donc, deuxième type, l'ARN interférent. Donc là, le principe, c'est qu'on va intégrer dans notre génome une séquence d'ADN qui va permettre la synthèse d'un petit ARN double brin qui va être homologue à une partie de séquence de gène X dont on veut inhiber l'expression. D'accord? Donc la cellule va détecter les petits ARN double brin et dont la séquence correspond à l'ARN messager qui est normalement exprimé dans la cellule et va entraîner la dégradation de cet ARN par la suite. ARN messager. Donc les différentes étapes, c'est que on va mettre le petit bout de gène dans le noyau, de petite séquence d'ADN, okay, que nous, on met. On met la séquence, on met une séquence génétique la même qu'un gène dont on veut inhiber l'expression. D'accord? Par exemple, je veux que dans ma cellule, le gène de la kératine soit inhibé. Je ne veux plus que ça s'exprime dans cette cellule-là. Donc, du coup, moi, je prends la séquence du gène de la kératine, qui est aussi présente dans ma cellule, je le mets dans ma cellule, et du coup, là va s'entraîner le phénomène, le mécanisme d'ARN interférent. Donc moi, je le mets dans ma cellule. On va avoir le passage à un ARN bicaténaire, c'est-à-dire qu'il va avoir double brin, un ARN double brin. D'accord? Il va être maturé, coupé en petits morceaux par un complexe qui s'appelle une RNase, qui s'appelle DICER. Et ensuite, ça va être les petits, du coup, ARN interférents, donc c'est les ARN double brin qu'on a coupé en petits morceaux de notre petit gène de la kératine qu'on a mis dans la cellule. Okay. Donc, ces petits morceaux vont être pris en charge par un complexe qu'on appelle le complexe risque. D'accord? Donc, le complexe risque, imagine ça comme c'est la douane, tu vois. C'est la douane, elle est là. On lui donne ça, on lui dit, OK, lui, il s'est introduit dans le noyau. Voilà sa séquence. Peut-être qu'il s'est multiplié dans le noyau. À chaque fois que tu le vois, tu le détruis. D'accord? À chaque fois que tu vois un ARN comme ça, tu le détruis. Donc, c'est ça un peu le principe. C'est comme ça que je l'avais modélisé parce que sinon, je n'arrivais pas à comprendre vraiment le fonctionnement. Et donc, du coup, la douane, donc le complexe risque, prend, et donc du coup, il prend l'ARN du gène de la kératine, si on continue dans notre exemple. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il va voir passer un ARN pour coder de la kératine, il va le détruire. Il va ordonner sa destruction. Même si la cellule le produit, parce que la cellule, elle va en produire parce qu'elle a ce gène aussi. D'accord? Donc, la cellule, elle va produire, elle va exprimer son gène de la kératine. Mais vu que risque, lui, il a, de par l'ARN interférent, la séquence, et ben, du coup, la cellule ne va plus exprimer, ou du moins beaucoup, beaucoup moins, la kératine qu'avant. Voilà, c'est comme ça que ça marche, la technique d'ARN interférent. Et c'est un mécanisme qui est dans la cellule et qui n'est pas apparu parce que les scientifiques se sont amusés à mettre des gènes dans les cellules. Hein. C'est quelque chose qui était vraiment présent avant. Donc, les avantages, c'est que c'est une technique qui est robuste, polyvalente, qui peut marcher avec plusieurs gènes, soit simultanément, soit séquentiellement, spécifique, okay, et thérapeutique, même si les approches n'ont pas été encore validées. Voilà. Donc, pourquoi la cellule a mis en place ce système d'ARN interférent avec ce petit douanier là qui est là et qui gère les intrus et qui fait la barrière en disant toi tu passes pas, etc. Donc, c'est pour la lutte contre les virus, donc le génome viral, les parasites du génome aussi. D'accord? La répression des transposons. Les transposons, c'est les deuxièmes parasites du génome. Je ne sais pas si vous avez vu ça en génétique, mais les transposons, c'est vraiment des séquences génétiques qui se multiplient et qui se déplacent en fait dans le génome. Donc, c'est pas bon du tout hein, parce que ça peut empêcher l'expression d'autres gènes, etc. Donc, les transposons, on n'en veut pas. D'accord? Donc, cette technique d'ARN interférent marche aussi en fait pour en fait détruire les transposons. Okay. La formation d'hétérochromatine, la régulation de ses propres séquences également. Voilà. Donc, ça sert à plein de choses.
Les applications du coup de la transgénèse en général, donc ça va être d'exprimer des protéines étrangères, généralement étiquetées par un épitope ou un fluorochrome, voilà, juste pour la reconnaître au microscope, par intégration au hasard ou ciblée, ou alors ça peut être utilisé pour inactiver un gène, donc on va voir ce qu'on appelle le knockdown ou le knockout, ou enfin créer des animaux transgéniques. Donc avec la transgénèse, on peut avoir une variabilité d'expression, c'est-à-dire un niveau d'expression variable d'un animal à un autre. Une spécificité tissulaire, donc c'est une expression qui est parfois non contrôlable, d'accord. Même si on fait en sorte qu'un gène soit exprimé par un promoteur en particulier dans un tissu bien spécifique, il peut arriver que l'expression il est dans d'autres tissus, d'accord. C'est pas forcément ciblé. Ou alors on peut avoir ce qu'on appelle une bigature d'expression. Donc dans ce cas-là, on est dans le tissu ciblé, c'est très bien, sauf que toutes les cellules du tissu concerné n'expriment pas en fait le transgène. Donc, les différents types de transgénèse qu'on peut retrouver. Donc, tout d'abord, on peut étudier notre gène sauvage dans son contexte sans modification. D'accord. On ne fait pas de complètement sauvage, on regarde. On peut insérer vous pouvez insérer votre transgène X dans une insertion non ciblée, donc au hasard, avec un promoteur hétérologue. Et quand vous faites une transgène d'un gène X, vous aurez toujours une expression d'un niveau différent du niveau naturel. Donc, soit une expression ectopique, soit une surexpression, etc. Une expression ectopique, c'est-à-dire qu'elle va s'exprimer dans des localisations qui ne sont pas habituelles. On peut avoir le knockdown, d'accord. Donc, on peut utiliser le transgène pour faire une technique de knockdown, donc qui est de diminuer l'expression d'un gène dans la cellule. Donc, c'est typiquement la technique de l'ARN interférent qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Parce que le petit douanier, il y en a quelques-uns qui vont passer entre les mailles du filet. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas total. Voilà. Et donc, si on veut vraiment aller pour tuer l'expression du gène, on ne veut même pas qu'il s'exprime beaucoup moins, on veut vraiment qu'il ne s'exprime plus du tout, là, on va utiliser des techniques de knockout. Voilà. Donc, le knockout qui permet, par une insertion ciblée, d'inhiber complètement l'expression d'un gène. Voilà. Et donc, enfin, le knock-in, donc avec une insertion ciblée. Donc, on va toujours avoir l'expression normale, en fait, d'un gène dans la cellule et physiologique avec le transgène, en fait, au niveau du gène physiologique. OK, une expression, on a dans la cellule un gène, d'accord. On va mettre le transgène avec ce gène-là, mais le gène concerné ne va pas être modifié par la présence du transgène. Donc, du coup, le gène va continuer à s'exprimer de manière normale. Et nous, en fait, via le transgène, grâce au transgène, on va pouvoir étudier le niveau d'expression du gène d'intérêt avec un gène rapporteur en général, donc c'est de la GFP par exemple. Hein. Donc, ça permet de faire des modèles de maladies génétiques ou simplement d'ajouter un tag pour suivre la protéine dans son expression naturelle. D'accord. Donc, dans ce cas-là, la transgénèse permet, c'est comme un mouchard si vous voulez. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, on met une petite GFP, comme ça, on voit où est la protéine. OK. Voilà. Alors là, je vous ai mis un schéma récap que j'ai fait moi, qui est aussi dans la fiche que vous pouvez retrouver, c'est plus visuel. Donc, soit on a gène X sauvage, voilà, qui s'exprime normalement avec la protéine physiologique qui est complètement fonctionnel. Donc là, ici, on a le transgène X, donc qui a été ajouté ici avec le promoteur hétérologue, d'accord. Donc on va avoir la protéine non plus qui a inchangé, mais soit elle va être présente, cette protéine, dans des endroits inhabituels, donc expression ectopique, ou alors en grande quantité par rapport à l'état physiologique, donc dans ce cas-là, c'est une surexpression de la protéine sauvage et de la protéine sauvage ou mutée. Voilà. Le knockdown, donc dans ce cas-là, avec les techniques d'ARNI, ok, donc c'est fortement diminué, l'expression est fortement diminuée. Le knock-in, donc là c'est ciblé, vous voyez, on met le transgène ici, et comme un petit traceur, vous voyez, il va être là, avec son petit fluorochrome ou son petit tag, ce petit épitope, et du coup on va pouvoir suivre la localisation ou le niveau d'expression d'une protéine dans une maladie ou à l'état physiologique. Et enfin, le knockout, donc là c'est vraiment ciblé. Donc du coup, on va voir carrément aucune expression. En général, ça va être que le transgène va se mettre au milieu de la séquence, un peu comme ici, vous voyez, mais ça va avoir de plus grosses conséquences. C'est que vu qu'il va se mettre là, quand ça va lire en fait le gène, ça va être interrompu. Donc là, c'est pas le cas ici parce que vous voyez que ça s'intègre bien et qu'au final, il y a une partie de la protéine qui contient le transgène. Ok, donc là, c'est bien fait. Enfin, c'est fait en sorte que la protéine puisse être traduite, vous voyez, et qu'elle puisse être produite. C'est fait de ces sortes-là. Mais quand on le fait pour une technique de knockout, ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas qu'elle soit produite du tout, donc on va mettre un truc un peu bullshit à l'intérieur. Vous voyez, comme ça, quand ça va lire le gène, on va avoir une interruption et tout, et donc ce qu'il va avoir, ça ne va pas du tout faire une protéine, ça va être complètement dysfonctionnel, etc. Et dans ce cas-là, on n'a aucune expression de la protéine associée à ce gène-là.
Voilà, donc on a terminé. Normalement, vous allez avoir la fiche assez rapidement parce que je vais reprendre la fiche des PACES. Mais si vous voulez l'avoir très rapidement pour regarder la vidéo, c'est la fiche complète sur le centre de téléchargement des PACES qui s'intitule Méthode d'étude des cellules. Et donc, c'est de la page 5 à la page 19. Voilà, je vous ai tout fait, comme ça, vous pourrez bien travailler. Et la fiche, donc on va essayer de vous la mettre sur le centre de téléchargement de cette année. Mais c'est la fiche sur le centre de téléchargement du coup de l'année dernière. Vous pouvez la retrouver. C'est une fiche du coup sur la complémentation. Si vous voulez vous refaire les petits exercices, il y en a d'autres aussi. Voilà. Et puis, si vous avez des questions vraiment sur la complémentation, parce que je sais que parfois c'est un peu compliqué, on sera là dans le live pour bien vous expliquer, vous faire d'autres exemples. Voilà. Travaillez bien. Bon courage.